Bonjour à tous et à toutes, et tout particulièrement aux élèves des classes de 3e du collège Charlotte Delbault de Tronget, pour ce qui constituera notre 4e séance de la séquence 8 intitulée La France des années noires, les résistances françaises de 1940 à 1944. Et là, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons commencer à répondre de manière argumentée à notre problématique qui est formulée ainsi: pourquoi et comment résister dans et hors de la France occupée? En effet, après avoir planté au cours des 3 dernières séances le décor spatial puis temporel, après avoir regardé notre problématique sous l'angle artistique avec une séance d'histoire des arts, nous allons aujourd'hui étudier, analyser en détail notre premier dossier qui est consacré à la résistance extérieure, celle que l'on a appelée la France libre. Alors en fait, cette résistance extérieure, on peut lui donner deux autres noms: la France libre, mais aussi la France combattante, et je m'en vais vous expliquer pourquoi ces trois noms au cours de la séance. Et donc notre problématique est la suivante: comment et où combattre pour la résistance française de l'extérieur? Lors de la séquence précédente, également consacrée, je vous le rappelle, aux années noires, mais cette fois-ci vue sous l'angle de la défaite, de l'occupation du régime de Vichy et de la collaboration d'État, notre personnage central, notre fil conducteur, avait été le maréchal Pétain. Là, pour cette séquence consacrée aux résistances françaises, notre personnage conducteur, notre personnage central, sera une sorte de double, mais cette fois-ci bénéfique, du maréchal Pétain, puisqu'il s'agira d'un autre militaire, le général Charles de Gaulle, dont il convient de prendre connaissance, puisque pour nous c'est encore un inconnu. Alors, il est né en 1890, c'est un officier de carrière qui a fait la Première Guerre mondiale en tant que jeune officier, mais malheureusement pour lui, il a été blessé, comme tant d'autres poilus. Il a été fait prisonnier, et bien qu'il ait tenté à plusieurs reprises de s'évader de son camp de prisonniers en Allemagne, il faut reconnaître que sa participation à la Première Guerre mondiale a été certes méritoire, mais anonyme, manquant singulièrement d'éclat et de relief, à la grande colère de l'intéressé. Mais vous allez voir qu'il va avoir l'occasion de se rattraper. Nommé général, il va être le seul officier supérieur pendant la campagne de France capable de stopper l'ennemi à la bataille de Montcornet, dont je ne vous ai pas parlé parce que ça a été une victoire française sans lendemain. Il a été le seul officier à stopper les Allemands sans que l'état-major français ne puisse organiser une contre-attaque victorieuse. Ceci dit, il est nommé général, lui qui n'était encore que colonel, et il entre au gouvernement en juin 1940, c'est la photo du milieu à droite. Il est sous-secrétaire d'État à la Défense nationale, donc sous-ministre. C'est ce qui explique pourquoi, malgré sa haute stature, puisqu'il mesurait près de 2 mètres, eh bien, il est en arrière-plan de la photographie et il se sent assez mal à l'aise, lui le militaire qui considère que la guerre n'est pas perdue à condition de faire preuve d'énergie. Il est assez mal à l'aise au milieu de ces civils qui sont certes de bonne volonté, mais qui ne sont évidemment pas les hommes de la situation. Et on l'a vu lors de la séquence précédente, puisque le gouvernement Reynaud n'a pas été en mesure de conduire la France à la résistance. Et c'est pour cela que le général de Gaulle va prendre ses distances avec le gouvernement
et va gagner Londres, où il va se mettre au service du Premier ministre britannique Winston Churchill, qui lui aussi, nous l'avons vu lors d'une séquence précédente, n'a pas l'intention de capituler et veut continuer la guerre coûte que coûte. Deux fortes personnalités qui vont certes avoir un certain nombre de dissensions, mais ce couple improbable entre le vieux lion britannique et le géant français va permettre à De Gaulle d'obtenir une base de départ pour organiser la France libre et lancer son vibrant appel à la résistance du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Alors, le général de Gaulle, dès le début de l'appel, va régler quelques comptes avec le maréchal Pétain, en particulier l'état-major français. Parce que dans son appel du 17 juin, Pétain avait expliqué la défaite aux Français en leur disant ben voilà, les Allemands sont plus forts que nous, ils nous submergent, ils sont plus nombreux, mieux armés, c'est pas de notre faute. De Gaulle n'a pas du tout la même vision. De Gaulle ne cherche pas à protéger l'état-major français, dont il ne fait d'ailleurs pas véritablement partie, malgré son grade de général. Pendant l'entre-deux-guerres, De Gaulle a écrit un livre, devenu célèbre après, dans lequel il expliquait que le char serait l'arme, la combinaison du char et de l'avion bombardier serait la combinaison de la victoire, et qu'il fallait réorganiser les unités françaises pour pouvoir percer le front et remporter la victoire. Eh bien, De Gaulle n'a évidemment pas été écouté. Bien entendu, ce sont les Allemands qui ont suivi les conseils de Gaulle, et avec le résultat que l'on sait. Et donc, De Gaulle n'a aucun remords, n'a aucun état d'âme à expliquer que les généraux français avaient au moins une guerre, sinon deux, de retard, et que ça n'est pas les Allemands qui sont meilleurs, c'est l'état-major français qui a été plus mauvais. Alors, quelques mots sur le contexte de l'appel du 18 juin 1940. Le 18 juin 1940, c'est 4 jours après le 14. Le 14 juin 1940, les Allemands sont entrés sans combat dans Paris et ont défilé victorieusement sur les Champs-Élysées. C'est le lendemain du 17 juin, c'est-à-dire le lendemain de l'appel du maréchal Pétain depuis Bordeaux sur les ondes de la radio française, ce fameux discours où le maréchal Pétain, devenu président du Conseil, annonçait aux Français que la guerre était perdue, qu'il allait négocier avec Hitler une paix dans l'honneur et qu'il faisait don de sa personne à la France pour atténuer ses malheurs. Bon. Et De Gaulle savait que Pétain allait prendre la parole et De Gaulle a patiemment attendu que Pétain ait pris la parole pour lui répliquer, lui répondre dès le lendemain. Donc on ne peut pas comprendre l'appel du 18 juin si on n'a pas en tête l'appel défaitiste du maréchal Pétain de la veille. Parce que le général de Gaulle ne partage absolument pas l'analyse de Pétain. Lui, vous allez le comprendre, pense au contraire que la guerre n'est pas perdue et qu'il faut tout faire pour continuer le combat. C'est ce qu'a bien compris aussi Churchill. Il a bien compris qu'il tient avec De Gaulle un homme qui veut continuer le combat, et c'est pour cela que Churchill autorise De Gaulle
à s'adresser aux Français depuis la radio britannique, depuis la British Broadcast, la BBC, pour que ce discours puisse être entendu de la nation française. Enfin, du moins, les Français qui seront devant leur poste de radio et qui ne seront pas en train de parcourir les routes de l'Exode pour fuir l'avancée des soldats allemands. N'oubliez pas que le 18 juin, c'est aussi 4 jours avant l'armistice de Rotonde signé par le gouvernement Pétain. Alors, je vous aurais bien fait écouter l'appel radiodiffusé du 18 juin. Le malheur est que cet appel n'a jamais été enregistré. Contrairement à d'autres appels qui reprennent à peu près les mêmes propos, les mêmes idées, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver effectivement des enregistrements prétendument du 18 juin, mais en réalité, le plus souvent, ce sont des discours du 20 ou du 21 juin, parce qu'au départ, il n'avait pas été prévu que le général de Gaulle reprendrait la parole régulièrement, mais le général de Gaulle a bien compris que la radio était une arme et il a donc réitéré son appel très régulièrement pendant plusieurs jours. L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre est une guerre mondiale. Il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le général de Gaulle a bien entendu l'appel au défaitisme, à la reddition du maréchal Pétain. Et en une simple phrase, de Gaulle balaie l'argument de Pétain. La défaite n'est pas définitive. Tout simplement parce que la guerre n'est pas terminée. Une guerre, c'est une série de batailles. On peut perdre des batailles. L'essentiel, c'est de gagner les dernières batailles, celles qui vous conduisent à la victoire définitive. Et la France a des atouts qu'elle n'a pas encore utilisés à plein. Et pour De Gaulle, si le territoire métropolitain français doit être intégralement envahi, eh bien tant pis. On poursuivra la guerre depuis l'empire colonial africain. On poursuivra la guerre depuis les mers où les navires français sont très largement supérieurs à la Kriegsmarine, à la marine de guerre allemande. Donc la guerre n'est pas terminée. Et là où De Gaulle est très fort, c'est que, un peu comme Madame Irma, une voyante, il lit l'avenir. Véritablement, De Gaulle a compris que la guerre n'était pas franco-allemande, comme en 1870, qu'elle n'était même pas uniquement européenne, comme entre 1914 et 1916, mais que la guerre sera immanquablement mondiale, et il nomme les futurs vainqueurs de la guerre. Il les nomme sans véritablement les nommer, mais tout le monde aura compris que les forces supérieures, les forces mécaniques supérieures qui permettront d'écraser un jour l'Allemand, le nazi, c'est évidemment les États-Unis, et c'est évidemment l'URSS. C'est-à-dire que De Gaulle a plus d'une année d'avance, puisque l'URSS entrera en guerre, je vous le rappelle, contrainte et forcée, envahie par l'Axe à partir du 22 juin 1941,
que les États-Unis se retrouveront en guerre contraints et forcés eux aussi à partir du 7 décembre 1941 attaqués à Pearl Harbor par les Japonais. Et donc De Gaulle a compris à l'avance le scénario de cette guerre. Il a bien compris que les alliés soviétiques, américains et probablement britanniques remporteraient la guerre et qu'il vaudrait mieux être dans ce camp-là plutôt que dans le camp des nazis. Le problème, c'est que c'est facile à dire après coup. C'est facile de savoir maintenant que la guerre a été gagnée par les États-Unis et l'URSS, mais à l'époque, eh bien, c'est pas un argument qui va forcément porter dans l'opinion publique, parce que c'est très facile de prédire qu'un jour la guerre sera gagnée quand les Allemands sont en train de défiler sous vos fenêtres. Et c'est vrai que pour beaucoup de Français, pour qui De Gaulle est quasiment un inconnu, c'est aussi un beau parleur planqué à Londres. C'est facile de dire continuer la guerre quand on est bien à l'abri derrière la Manche. C'est d'ailleurs ce que diront les partisans de Pétain, en disant De Gaulle c'est un lâche, c'est un traître. Mais c'est aussi facile de prédire la victoire quand on a plutôt l'impression que la défaite est en train de s'installer. Donc De Gaulle ne va pas forcément être écouté et pris au sérieux par tout le monde. Et pourtant, il avait incontestablement raison. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Alors, 2 ou 3 petites remarques sur la fin de l'appel du 18 juin. D'abord, De Gaulle est un homme pressé. C'est un homme pressé parce qu'il sait que le gouvernement Pétain va négocier une paix honteuse, humiliante, catastrophique avec Hitler. Il ne sait pas encore si l'armistice se déroulera à Rotonde ou pas, si ça sera en juin, en juillet, peu importe, il ne le sait pas. Mais il sait que Pétain va signer la défaite de la France dans les jours qui viennent. Et De Gaulle a donc l'intention, lui, de poursuivre la lutte. Et pour poursuivre la lutte efficacement, il lui faut des soldats, des militaires. C'est-à-dire des gens qui sont déjà formés et prêts à se battre. C'est pour ça que les civils qui rejoindront, notamment les pêcheurs bretons de l'île de Sein, qui rejoindront en masse Londres sur leurs bateaux de pêche, seront évidemment accueillis à bras ouverts, bien entendu. Mais ce ne sont pas les civils qui intéressent De Gaulle au premier chef, ce sont bien des militaires. Donc c'est pour ça qu'il s'adresse aux militaires et aux ingénieurs en armement, parce qu'il a un besoin urgent de posséder ce qui pourrait ressembler à une armée, même au format de poche. De toute façon, les Anglais eux-mêmes sont en telle difficulté qu'ils ne seront pas très regardants sur l'aide qui leur sera apportée par De Gaulle, à condition que ça soit une aide qui puisse être utilisable, surtout dans le cas où les Allemands débarqueraient sur les plages britanniques à l'été 1940, comme ça semble pouvoir être le cas. Et c'est pour ça que De Gaulle va passer en revue les maigres troupes de ce qu'on appellera dès lors la France libre. Le 14 juillet 1940, vous voyez bien la symbolique de la date, le jour de la fête nationale interdite en zone occupée française, mais qui va être célébrée à Londres devant la statue du grand vainqueur de 14-18, c'est-à-dire le maréchal Foch, et De Gaulle passe fièrement en revue ses meilleurs éléments, c'est-à-dire les troupes de la Légion étrangère, et qui, comme son nom l'indique, est composé notamment de très nombreux étrangers, et même parfois d'Allemands, mais anti-nazis, qui se sont engagés dans la Légion étrangère et qui sont donc prêts à mourir
pour un pays qui au départ n'est pas le leur, mais qui est devenu le leur, et ce pays c'est la France. La phrase à retenir, qui est une phrase géniale, parce que cette phrase va scander tout le texte, va résumer tout le texte, c'est « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Cette phrase résume tout l'esprit de la résistance, et De Gaulle, qui craint que Churchill ne l'autorise pas à renouveler son appel dans les jours qui viennent, va en quelque sorte tordre le bras du Premier ministre, qui est présent le jour de l'enregistrement. Il est derrière la vitre, en train d'observer le général français. Lui qui parle très bien le français comprend le texte au fur et à mesure que le général le prononce. Et il entend avec stupéfaction le général de Gaulle rajouter cette phrase qui ne figurait pas au texte original. « Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres ». Et voilà comment De Gaulle s'est offert une émission quotidienne qui deviendra ici Londres, les Français parlent aux Français, la radio de la France libre, qui sera la voix de la France résistante pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Je viens d'évoquer les maigres troupes de la France libre du général de Gaulle à ses débuts, et l'expression, croyez-moi, est très pertinente, parce que au début, le général de Gaulle manque de tout. Il manque de légitimité, puisque en face de lui, il y a l'autre France, celle du maréchal Pétain, qui officiellement, aux yeux des Américains par exemple, aux yeux du président Roosevelt, et reste la vraie France. Le général de Gaulle manque aussi terriblement de moyens, et en particulier de moyens humains, parce que mis à part quelques centaines de soldats qui l'ont rejoint et qui étaient déjà pour la plupart présents en Angleterre à ce moment-là, après il va falloir compter sur les civils qui vont le rejoindre après avoir rencontré 1001 obstacles. Ça va prendre du temps. Des Français venus de métropole, évidemment, obligés de passer par l'Espagne, le Portugal. Ce sera le cas par exemple de Jean Moulin, dont nous reparlerons, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et puis il reste les troupes de l'Empire colonial, mais l'Empire colonial, dans un premier temps, reste fidèle là encore au maréchal Pétain. Donc De Gaulle et la France libre connaissent des débuts très modestes, et pour s'en convaincre définitivement, je vous propose de découvrir le témoignage d'un Français libre devenu historien, Jean-Louis Crémieux-Briac, qui nous expliquait son parcours. « Je suis arrivé à Londres à la mi-septembre 1941. Nous étions là-bas une petite minorité de Français. » Donc vous voyez, mi-septembre 1941, ça fait déjà plus d'un an après l'appel du 18 juin. L'armée de terre de la France libre n'atteignait pas les 13 000 hommes à son maximum en mai-juin 1943. Pour vous donner une idée, une division d'infanterie, qui est une unité de base de l'armée française, c'est à peu près 20 000 hommes. Et là, nous sommes en mai-juin 1943. Donc les effectifs sont très très minces. Il y avait en outre 6 000 marins. Il y avait aussi quelques centaines de personnes des services civils de la France libre. Il y avait enfin les volontaires pour l'action clandestine. Ils avaient été entraînés par les Anglais pour sauter en parachute, tirer au pistolet et mener des opérations de sabotage et des atterrissages clandestins en France. Pour les Français de Londres, De Gaulle était une boussole. Une boussole, certes, mais une boussole isolée. Néanmoins, c'est tout à l'honneur du Royaume-Uni, le Royaume-Uni et le Premier ministre Churchill prennent malgré tout les Français libres très au sérieux. Bon, il faut dire que les Britanniques sont eux-mêmes tellement affaiblis, tellement isolés dans leur combat contre l'Axe jusqu'en 1941,
que toute aide est bonne à prendre, fût-il modeste. Et l'on voit sur la photographie de droite les Britanniques équipés, vêtir, fournir des armes alors qu'eux-mêmes en manquent aux Français libres. Et vous voyez que parmi les Français libres, on trouve aussi des Françaises libres. Et oui, les femmes n'ont pas le droit de vote à l'époque, mais certaines prennent très au sérieux le devoir du citoyen qui est de se battre pour la défense de sa patrie. L'avenir de la France libre, si avenir il y a, passe nécessairement par le ralliement de l'empire colonial africain au général de Gaulle. Et ça n'est pas chose gagnée d'avance, puisque, comme le prévoyait l'armistice de Rotonde du 22 juin 1940, l'empire colonial français reste souveraineté française, mais souveraineté entre les mains du maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, qui est donc maintenant l'ennemi déclaré de la France libre, hein, le maréchal Pétain a fait condamner à mort par un tribunal en France le général de Gaulle pour haute trahison. Donc les ponts sont définitivement rompus entre les deux France et entre les deux hommes. L'empire colonial africain français, c'est un très vaste empire colonial. Vous avez une carte du continent africain pendant la Seconde Guerre mondiale et vous pouvez voir les trois grandes pièces de l'empire colonial français. Ce qui est dans ce vert très pâle et qu'on appelle AOF, Afrique occidentale française, c'est-à-dire, pour faire simple, tout le nord-ouest de l'Afrique quasiment, hein, pratiquement de la mer Méditerranée au nord jusqu'au golfe de Guinée au sud, c'est-à-dire le Maghreb, Maroc, Algérie, et puis également donc le futur Sénégal, le futur Mali, voilà, c'est ça la OF. Une autre pièce, l'autre grosse pièce de l'Empire français équatorial, cette fois-ci c'est la EF, Afrique équatoriale française, avec des territoires qui plus tard seront le Tchad, le Cameroun, plus une troisième pièce qui n'est pas négligeable mais qui est détachée du reste du continent africain, c'est l'île de Madagascar. Donc la présence française est très affirmée sur le continent africain et de Gaulle a impérativement besoin de rallier la France libre à ses vues. L'Afrique équatoriale française, l'AEF, qui est en jaune sur la carte, va être le premier territoire colonial à tourner le dos au maréchal Pétain, à l'État français, et à se rallier à l'autorité du chef de la France libre, le général de Gaulle. La France libre va donc recueillir trois territoires, ceux de l'AEF, c'est-à-dire le Tchad, l'Oubangui-Tchari et le Cameroun. Le général de Gaulle est accueilli véritablement comme un chef d'État en avril 1941 par l'homme qui est à l'origine du ralliement de l'AEF, un homme de couleur, ce qui était très rare dans la haute administration française à l'époque. Il s'appelait Félix Éboué. Il est en uniforme immaculé en bas à gauche de la photographie. Et c'est Félix Éboué qui va permettre à De Gaulle de se présenter véritablement aux yeux des alliés britanniques et américains comme un véritable chef d'État à la tête d'un territoire national. De Gaulle va pouvoir cesser d'être l'hôte, l'invité, le réfugié en exil à la charge de la générosité britannique. Et d'ailleurs, De Gaulle va quitter Londres pour venir installer sa capitale à Brazzaville, c'est-à-dire en AEF, mais c'est-à-dire en territoire français.
Et l'AEF va fournir aussi une solide base de départ pour les futures opérations militaires de la France libre, devenue à partir de juillet 1943 la France combattante, sans doute pour éviter une douteuse confusion avec l'État français de Pétain, qui se considère lui aussi comme une France libre, souveraine, indépendante, bien qu'elle soit en réalité une marionnette entre les mains d'Hitler. Et pour éviter aussi une confusion de vocabulaire, sans doute avec cette zone que certains appellent parfois la zone libre, c'est-à-dire en fait la zone sud, c'est-à-dire le territoire qui se trouve au sud de la ligne de démarcation. Et heureusement que l'AEF a proclamé très rapidement son ralliement à De Gaulle, car De Gaulle a connu un échec particulièrement cuisant dans l'AOF, dans l'Afrique occidentale française, à la tête d'une flottille franco-britannique. Le général De Gaulle traverse l'Atlantique pour se porter au-devant de Dakar. Et là, il va tenter une sorte de coup de force, une sorte de coup de poker. Il va tenter d'obtenir le ralliement de l'Afrique occidentale française. C'est l'opération Menace, une opération qui portait finalement un nom pas très heureux, qui ne lui a probablement pas porté chance. Nous sommes le 6 août 1940. Le général de Gaulle envoie des émissaires, des négociateurs, auprès du gouverneur général de l'AOF, le général Boisson. Mais le général Boisson décide de rester fidèle au maréchal Pétain et fait ouvrir le feu sur la flottille de Gaulle, sur les émissaires de Gaulle, et du coup ça tourne au coup de force, ça tourne à l'affrontement franco-français, la guerre civile, les Français libres contre les Français fidèles à Pétain, et pour éviter de faire couler le sang français, puisque De Gaulle a compris qu'il a perdu la partie, eh bien De Gaulle renonce. Mais, du coup, la légitimité du général de Gaulle en a pris un sérieux coup. Peut-être pas tellement auprès de Churchill, qui, de toute façon, va se montrer assez compréhensif, puisqu'il n'a pas d'autres cartes dans son jeu. Mais vis-à-vis de l'Américain Roosevelt, qui est encore neutre, certes, officiellement à l'époque, mais dont on espère bien l'entrée en guerre prochaine aux côtés des Alliés, pour Roosevelt, De Gaulle, c'est clairement Mr. Nobody, c'est-à-dire Monsieur Personne, c'est-à-dire quelqu'un qui ne représente au fond que lui-même et qui n'est même pas capable de se faire accepter de l'empire colonial. Donc ça a été un échec très dur à encaisser pour le général De Gaulle. Heureusement pour De Gaulle, comme pour la France libre, l'AOF va finir par être ralliée haut de force à la France libre. Alors ça commence avec une opération militaire d'envergure, l'opération Torche en 1942, qui est la première opération militaire des États-Unis en Afrique, ailleurs qu'en Asie-Pacifique. Les Américains débarquent au Maghreb, ils débarquent au Maroc, ils débarquent en Algérie. Ils vont s'emparer de ce territoire assez rapidement, forçant les troupes françaises fidèles à Vichy à se rendre. Alors le but, c'était pas de s'emparer du Maghreb, le but c'était de prendre à revers, d'attaquer dans le dos l'Africa Korps allemand et son allié italien, qui était alors aux prises et en difficulté face à la 8e armée britannique en Libye. Mais du coup, De Gaulle, qui avait été laissé totalement à l'écart de l'opération par Churchill et par Roosevelt, va malgré tout tirer un profit très habile de la situation, parce qu'il va parvenir, je passe les détails, ils sont complexes, De Gaulle va parvenir, certes il va mettre plusieurs mois, mais croyez-moi il partait de loin, il va parvenir à
récupérer l'AOF, il va gagner la stature de chef d'État, véritablement. Il va imposer à Roosevelt, à gauche sur la photo, de le reconnaître comme le véritable représentant légitime de la France, c'est-à-dire que Pétain n'est plus un interlocuteur valable pour l'Américain Roosevelt, et ça, croyez-moi, ça a été une victoire qui a fait oublier l'échec de l'opération Menace un peu plus de 2 ans auparavant. Et du coup, le ralliement de l'AEF à la France libre, puis plus tard de l'AOF, vont permettre à De Gaulle de capitaliser des effectifs, de grossir les effectifs des forces armées de la France libre. C'est bien aussi pour ça qu'elle va pouvoir dorénavant s'appeler la France combattante, parce que aux légionnaires étrangers vont pouvoir s'ajouter 30 000 coloniaux, qu'on appelle aussi avec un certain mépris les indigènes. Des gens qui, comme les femmes d'ailleurs, n'ont pas le droit de vote, n'ont pas véritablement le statut de citoyen français, enfin plutôt un statut de citoyen de seconde zone, mais qui vont remplir avec un esprit de sacrifice exemplaire leur devoir de citoyen en se battant pour la France et s'il le faut en mourant pour elle. Ajoutons à cela une proportion à peu près équivalente de Français venus de métropoles qui ont réussi à rallier Londres ou les territoires de l'empire colonial africain français, et vous obtenez à peu près 70 000 hommes. Et là, on voit que les effectifs de la France libre ont connu une forte poussée. Et c'est tant mieux pour De Gaulle parce qu'il a besoin de prouver aux Britanniques, mais surtout à l'Américain Roosevelt, que la France libre, il faut pouvoir compter sur elle. Si elle veut faire partie des vainqueurs des futurs vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Avoir des hommes, c'est bien. Prêts à se battre, c'est parfait. Encore faut-il pouvoir les équiper avec des armes, et notamment des chars d'assaut, puisque la campagne de France de 1940 a appris au monde entier que le char d'assaut était devenu une arme décisive pour assurer la victoire militaire. Donc De Gaulle a besoin d'équiper sa France libre. Il ne peut pas véritablement compter sur les Britanniques qui font ce qu'ils peuvent, mais qui eux-mêmes se fournissent auprès de l'industrie des États-Unis. Donc De Gaulle est obligé de s'adresser au président américain Roosevelt, qui, encore une fois, ne tient pas De Gaulle et sa France libre en grande estime. Et pour que l'industrie américaine fournisse des armes, des équipements, des chars à la France libre, il va falloir que De Gaulle paye. Et ça tombe bien, l'Afrique coloniale française est riche en ressources, et la France libre va pouvoir vendre son caoutchouc, qui est une production essentielle en temps de guerre, ne serait-ce que pour fabriquer des pneus pour les véhicules, notamment de combat. Mais figurez-vous que l'Afrique coloniale française regorge également, en particulier pour l'AEF, l'Afrique équatoriale, regorge de gisements d'or. Et cet or de la France libre va permettre au général de Gaulle d'acheter de quoi équiper les troupes de la France libre, leur permettre de tenir leur rang auprès des Américains et des Britanniques sur les futurs théâtres d'opérations de guerre en Afrique, puis en Europe et naturellement en France.
Voici venu le moment que vous attendez tous, le moment de l'exercice de synthèse et qui, sans surprise, va porter sur cet admirable texte de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. L'idée, ça va être de retrouver le plan d'ensemble du texte, sa cohérence, à travers 5 rubriques que j'ai évidemment mis dans le désordre pour compliquer un tout petit peu le travail, lui donner un aspect un peu plus intéressant. Donc il va falloir que vous retrouviez et que vous surligniez en rouge les explications de la défaite telles qu'elles sont avancées par De Gaulle, et elles sont fort différentes de celles avancées par le maréchal Pétain la veille. Il va falloir également identifier, cette fois-ci en jaune, les arguments pour continuer la lutte. Isoler en bleu la phrase clé du discours, la punchline comme on dirait aujourd'hui, la phrase marquante du texte. Surligner en vert l'appel proprement dit, l'appel du général de Gaulle à le rejoindre à Londres. Et enfin, en couleur gris, grisaille, couleur un peu triste, l'allusion que fait De Gaulle à l'appel défaitiste de la veille du 17 juin 1940 lancé par le maréchal Pétain. Voilà, mettez-moi en pause, relisez le texte et je vous donne rendez-vous pour le corriger. Alors voici le corrigé et la cohérence du texte telle qu'elle peut nous apparaître, à savoir que De Gaulle commence par faire une allusion au discours défaitiste du 17 juin du maréchal Pétain, puis il enchaîne sur les véritables explications de la défaite, c'est-à-dire le fait que si la France a été submergée, elle le doit à l'incompétence de son état-major. Puis un long passage sur les raisons qu'il y a de continuer la lutte, le fait que la guerre ne se limitera pas au seul territoire français puisqu'il s'agira d'une guerre mondiale, que la guerre peut être poursuivie depuis les colonies françaises avec le soutien des Britanniques, avec le soutien de l'industrie des États-Unis, en attendant que les États-Unis et l'URSS n'entrent dans la lutte pour écraser l'Axe. Puis l'appel à rejoindre la France libre du général de Gaulle à Londres, en vert, donc c'est l'avant-dernier paragraphe, et la phrase clé, je l'ai gardée pour la fin, la phrase géniale qui résume l'ensemble du texte. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Une seule date à retenir parmi les repères clés chronologiques de notre séquence, une seule date, mais quelle date? Celle du 18 juin 1940, l'appel à la résistance du général de Gaulle depuis les ondes de la BBC à Londres. Voilà, je vous laisse lire, découvrir, comprendre et apprendre la trace écrite, la leçon de la séance que nous venons d'étudier ensemble. Je vous en souhaite donc une bonne lecture, un bon apprentissage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance consacrée à la résistance extérieure de la France libre ou de la France combattante. À bientôt!